Donc le premier orateur est le professeur Paganin qui va nous parler du syndrome cave supérieur, diagnostic, étiologie, pronostic. Merci. Bonjour à tous. Un peu dur ce matin, visiblement, mais enfin bon. Alors, quand les organisateurs m'ont proposé de parler du syndrome cave supérieur, bon, j'étais content, bien sûr. Et puis après, je me suis dit, mais bon, tiens, quel sujet finalement un peu étrange, dans la mesure où, si vous voulez, cette entité un peu que tout le monde connaît s'avère tout de même assez rare et, à mon sens, de plus en plus rare dans le cancer bronchique, du moins dans le cancer bronchique, dans la mesure où, je vous l'ai dit hier, les pathologies bronchiques, les formes de présentation des cancers bronchiques sont beaucoup plus périphériques qu'auparavant, ce qui peut expliquer les aspects de découverte tomodensitométrique, de lésions périphériques souvent métastatiques, et le corollaire est une diminution très très importante du diagnostic fait par endoscopie bronchique conventionnelle. Et donc, bien évidemment, cette entité de syndrome cave qui est à l'évidence médiastinale est quelque chose d'un peu plus rare. Les formes historiques que je vais vous montrer sont objectivement exceptionnelles et ce qui a quand même beaucoup modifié le pronostic, mais on verra un peu plus tard avec des autres orateurs sur le plan du traitement, restent quand même les thérapeutiques interventionnelles, au premier rang desquelles la thérapeutique interventionnelle radiologique. Bon, un peu d'anatomie ne fait pas de mal, mais bien évidemment, vous voyez que la compression de la veine cave supérieure ici va entraîner une interruption de tout le retour veineux de la partie supérieure de l'organisme. Et donc les symptômes vont dépendre de l'importance de la compression, mais surtout de la vitesse de la compression. Et donc, le corollaire va être qu'en cas de compression extrêmement rapide, la mise en place d'une circulation collatérale veineuse au mieux des possibilités va être bien évidemment plus lente et donc moins efficace. Alors il y a une classification. Ce qu'il faut voir dans cette classification, si vous voulez, c'est que à partir du moment où on a plus de 90% de compression, on va avoir des signes cliniques, ce qui veut dire que quand on a moins de 90%, ça continue à circuler. Et vous voyez cette classification qui est très académique et qui finalement n'a peut-être pas un intérêt fondamental dans la prise en charge. Ces formes historiques, on doit en voir. Moi personnellement, j'avoue que j'en ai plus vu depuis de nombreuses années. Avec, vous voyez, sur la diapositive de gauche, une cyanose sur la partie supérieure du corps et le classique œdème en pèlerine et palpébral. D'autres formes, on voit bien ici la circulation collatérale qui se met en place, ce côté d'œdème, vous voyez, circulation collatérale ici. Alors, les signes cliniques, bien évidemment, ils vont être aggravés par toutes les manœuvres qui vont diminuer le retour du veineux. Donc la position d'antéflexion, le décubitus. Donc ça, c'est un élément très très important parce qu'il faut savoir le demander éventuellement aux patients et l'apnée, pas l'apnée du sommeil la nuit, mais l'apnée éventuellement induite. Avec cet œdème palpébral et le classique œdème en pèlerine, avec la cyanose que vous avez vu de la partie supérieure du corps, la circulation collatérale qu'il est parfois difficile de voir au début. Donc il faut savoir la chercher, notamment sur les veines au-dessus des aisselles, etc. Donc c'est pas forcément facile et bien évidemment on peut avoir une turgescence jugulaire qui est aggravée en décubitus. Des signes cliniques qui sont beaucoup plus graves et qui témoignent à ce moment-là de l'obstruction et d'un retentissement majeur du retour veineux, c'est les céphalées, les nausées, bien sûr les troubles de conscience et syncopes. Et les signes de mort imminente sont évidemment le coma, les convulsions et l'insuffisance respiratoire aiguë, comme on a vu sur la diapositive d'un patient intubé ventilé. Donc, en termes d'épidémiologie, si vous voulez, si les thromboses sont très fréquentes dans les cancers, malgré tout, l'obstruction complète de la veine cave supérieure est une entité rare. On n'a pas de données exhaustives, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est le prototype du
de la maladie ou du symptôme, si vous voulez, pour lequel on ne va pas faire d'études en double aveugle, etc. Et donc on a des séries historiques dans la littérature, mais finalement c'est quelque chose qui parle en soi et on n'a pas besoin d'études exhaustives pour dire il faut prendre en charge le syndrome cave supérieur parce qu'à l'évidence c'est quelque chose de majeur et qui nécessite une prise en charge extrêmement rapide. Alors en termes d'épidémiologie, si vous voulez, le carcinome neuroendocrin à petites cellules, qui représente à l'heure actuelle 10% des cancers primitifs bronchiques, est celui qui va le plus être responsable de syndrome cave supérieur, mais pas exclusivement, bien évidemment. On peut voir des adénocarcinomes proximaux ou des carcinomes épidermoïdes proximaux qui vont donner des syndromes cave supérieur. Tout dépend de la localisation, bien évidemment, médiastinale plutôt droite, et de l'importance de la taille de la tumeur et de la compression. Pour les petites cellules, on considère que dans moins de 5% des cas, ça va pouvoir donner un syndrome cave supérieur. Donc vous voyez 10% et 5% de 10%, ça fait quand même pas beaucoup. Les lymphomes non-hodgkiniens, les lymphomes hodgkiniens, c'est exceptionnel. Moi, je me rappelle, il y a très longtemps, on disait un lymphome hodgkinien n'est jamais compressif. Je ne sais pas si les hématologues valideront cette notion, mais visiblement, ça ne semble pas être totalement illogique. Et puis après, des formes, on va dire, beaucoup plus exceptionnelles. Il y a des causes bénignes liées à la mise en place des systèmes endovasculaires qui sont mis, notamment les pacemakers et les cathéters au niveau des portes à 4 qui peuvent donner ça, et les fibroses médiastinales radiques. Mais j'ai bien écouté hier Gilles Beaumont qui nous a dit qu'avec les nouvelles techniques, finalement, la probabilité d'avoir une fibrose médiastinale radique avec la radiothérapie conformationnelle devient exceptionnelle. Alors le diagnostic, bien évidemment, si vous voulez, c'est le scanner injecté. Alors je suis désolé, je n'ai pas pu mettre un joli film comme certains, donc je vais vous passer certaines diapos. Mais vous voyez la veine cave ici qui est bien injectée et on la suit et vous voyez qu'elle commence à diminuer de volume avec cette lésion tumorale. Elle diminue pour devenir ici totalement écrasée. Ici. Et vous voyez que là, honnêtement, le flux sanguin devient pratiquement virtuel. Voilà. Alors, si vous voulez, je crois qu'un des messages, il y en a deux essentiellement, que je voudrais que vous rapportiez à la maison. Il y a deux cas de figure cliniques qui sont totalement différentes. Soit c'est la clinique qui va révéler le syndrome cave, et alors là, on est clairement dans une urgence thérapeutique. Okay, et donc il va falloir vraiment évaluer le bénéfice de savoir ce qu'il faut faire en premier et faire les deux en même temps, à savoir de la thérapeutique et du diagnostic. Soit c'est beaucoup plus fréquent, c'est l'imagerie qui révèle le syndrome cave. Les diapos que je viens de vous montrer, c'est un patient que j'ai eu à prendre en charge très récemment, il y a moins de 3 semaines, et si vous voulez, c'est dans le cadre de la découverte d'un cancer que l'imagerie met en évidence ce syndrome cave supérieur. Et à ce moment-là, il est important pour nous de traquer les signes cliniques, c'est-à-dire bien vérifier, au-delà de la classification, bien vérifier que le patient n'a pas de signes cliniques, notamment de signes cliniques un peu torpides ou qu'on va pouvoir révéler sur ces manœuvres, notamment de décubitus. Ce qui va permettre d'évaluer l'urgence, à savoir est-ce qu'on va avoir le temps de faire le diagnostic de manière conventionnelle qui nécessite un TEP scanner, etc., le rendez-vous d'une fibroscopie, ou si d'emblée il va falloir aller très très vite envisager quelque chose d'interventionnel pour lever le syndrome cave supérieur. Donc ça, je pense que c'est le message, si vous voulez, c'est deux cas de figure de présentation qui sont extrêmement différentes. Donc, à l'évidence, c'est une urgence, mais l'urgence, c'est aussi l'obtention du diagnostic. Et ça, c'est le deuxième message. Sur le plan symptomatique, on va laisser les patients en position demi-assise, de l'oxygène, des anticoagulants. Ça, je crois qu'il faut avoir l'anticoagulation, à mon sens, assez rapide, bien évidemment avec de l'héparine et pas des nouveaux anticoagulants oraux qui sont difficiles à manier, parce qu'il faut bien avoir l'arrière-pensée qu'on va être amené à faire éventuellement un diagnostic par des biopsies, par de toute façon des éléments interventionnels qui sont générateurs de saignement. Donc, bien évidemment, les héparines sont beaucoup plus maniables. La corticothérapie classique, notamment à forte dose, sauf si vous avez une suspicion de lymphome, il faut éviter à ce moment-là de faire la corticothérapie qui peut modifier la qualité des prélèvements, notamment dans l'analyse immunohistochimique des lymphomes. L'autre traitement,
c'est la chimiothérapie d'urgence. Bien entendu, il nécessite d'avoir un diagnostic pour le faire. Donc ça, toujours avoir cette arrière-pensée. Et je crois que c'est plus orienté vers les carcinomes neuroendocrins à petites cellules, car classiquement, ce sont des pathologies qui vont avoir une bonne réponse à la chimiothérapie et une réponse rapide. Et c'est pratiquement le seul cas de figure où on est amené à faire même des chimiothérapies le week-end, puisque de toute façon, la composante VP16 peut être conservée, tellement il y a un degré d'urgence pour espérer avoir une décompression rapide du syndrome cave supérieur. Le traitement endovasculaire, c'est tout de même ce qui a modifié le pronostic immédiat. La mise en place de stents, si la thrombose est franchissable, ce qui est malgré tout souvent le cas. Et donc, je vais laisser bien évidemment après les orateurs suivants détailler ça, mais on voit bien que la mise en place d'un stent permet à ce moment-là de restaurer un flux veineux correct. Donc, le pronostic, bien entendu, catastrophique. Il est, surtout dans les formes malignes, je ne parle pas des formes bénignes qui sont finalement peut-être un peu moins fréquentes, il est évident de quelques jours s'il n'y a pas de traitement en cas de signe clinique majeur, et bien entendu le pronostic secondaire dépend de l'étiologie. Les carcinomes neuroendocrins à petites cellules doivent être considérés dans le cancer du poumon comme une maladie orpheline. Vous avez vu hier qu'on a beaucoup parlé des révolutions qui existent avec l'immunothérapie, les thérapeutiques ciblées, et à part un peu d'immunothérapie dans les carcinomes à petites cellules actuellement, objectivement, on n'a pas grand-chose et la pathologie, la survie reste vraiment très très mauvaise, de l'ordre de 12 mois, souvent plutôt 6. Les lymphomes, je ne sais pas, c'est pas du tout ma discipline. Mais le pronostic semble être malgré tout un peu meilleur. Donc, si vous voulez, en conclusion, le syndrome cave supérieur, certes, c'est une pathologie rare, mais il ne faut vraiment pas passer à côté. J'insiste sur le fait que la présentation clinique, souvent de découverte après un angioscanner, va vraiment nécessiter de chercher des signes cliniques et d'évaluer le degré d'urgence, qu'il ne faut pas confondre urgence thérapeutique sans urgence diagnostique. Donc, il faut savoir organiser dans le cadre, si vous voulez, de cette urgence diagnostique la meilleure stratégie et surtout la stratégie la plus rapide. Pensez vraiment à référer les patients sur les radiologues interventionnels lorsqu'on a des formes menaçantes. Et bien évidemment, le pronostic dépend de la cause et surtout de la réponse au traitement de cette cause. Bon, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Bon. C'est pas la question, c'est que c'est tout bon. Oui, alors moi j'ai juste une petite remarque. Pour faire le diagnostic de syndrome cave, on aime bien quand c'est suspecté le voir écrit sur les bancs d'examen, parce que vous savez, on est obligé de tout écrire et protocoliser à l'avance, parce que ça peut être intéressant de piquer le patient des deux côtés pour voir en pré-thérapeutique si le tronc veineux était perméable à gauche, le tronc veineux est nominé droit. Donc quand on le sait à l'avance, on peut mieux faire les examens. Oh, tout à fait. Enfin, je pense que lorsqu'on a une suspicion de syndrome cave clinique, à mon sens, il vaut même écrire et appeler. Oui. Hein, je pense que c'est... Et dans le sens inverse, je pense que le radiologue, quand il voit ça, il peut écrire ce qu'il fait en général. Oui, mais souvent, les examens ont lieu. Maintenant, ça va tellement vite, 3 secondes sur un scanner, le patient est plus sur le scanner, on se retrouve. Alors, pour faire le diagnostic, ça ne gêne pas du tout, on le voit bien. Mais après, dans le bilan préthérapeutique, c'est bien quand on peut choisir avant tout ce qu'il faut comme matériel. Alors, un élément que je n'ai pas dit, mais qui des choses, vous voyez, un peu techniques ou pratico-techniques, c'est que souvent on a un scanner qui est fait sans injection. Et si on a une masse médiastinale qui est dans le coin, savoir, souvent les radiologues vont le proposer d'emblée, mais pas toujours, savoir éventuellement demander un scanner injecté, parce que objectivement, il faut vraiment avoir l'injection pour apprécier la taille de la veine cave. Donc des éléments effectivement qui nécessitent, mais enfin c'est une évidence, une coopération entre les cliniciens et les radiologues.
Après, c'est important au scanner de faire la part de ce qu'est la compression et de s'il y a une thrombose associée. Quand il y a une thrombose associée, on commence le traitement anticoagulant. On ne va pas se jeter sur une thrombose aiguë pour la revasculariser. Donc je pense qu'il y a vraiment intérêt à faire un scanner injecté bien fait pour ces patients, pour une bonne prise en charge. Bon, merci.